On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Pauline Parisot et Célia Baumann pour un entretien dédié à l'aventure de Jules Riss, le jeune Messin qui a fait un tour du monde du partage et du sport, à découvrir avec une première question de Célia. Alors un voyage à travers le monde, c'est un immense projet. Comment tu t'es préparé avant ton départ? Effectivement, bah écoute, il n'y a pas une énorme préparation. J'ai surtout construit le projet autour de mes trois passions. Donc le voyage, le sport, le partage à travers les rencontres. Et donc j'avais des points de chute que je m'étais donné, que ce soit pour le vélo, donc jusqu'à Gibraltar, en me disant que de ce port-là, je savais que je pouvais après prendre un bateau à cet endroit. Donc j'avais vraiment juste des points de chute et une préparation, euh, je dirais, de mon équipement en amont et de toutes mes informations personnelles que j'avais mis sur un cloud avec mes papiers d'identité, différentes cartes bancaires. Mais mis à part ça, j'avais peu de préparation. C'était vraiment beaucoup de freestyle et sur le moment, quoi. Et donc pourquoi ce besoin de découvrir le monde? Tu n'aimes pas la routine? J'aime la routine, j'apprécie la routine, mais j'ai aussi une immense curiosité. Et j'avais ça en moi, comment dire, une espèce de volonté débordante d'aller découvrir des nouveaux pays, surtout des nouvelles personnes, d'autres sports, d'autres cultures. Ça bouillonnait en moi et du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer en septembre dernier, de suivre comment dire, toutes ces émotions et toutes ces volontés que j'avais de découverte. Comment est-ce que ta famille et ton entourage a réagi au moment où tu leur as annoncé ce projet? Ils n'étaient pas surpris déjà. Oui. Forcément, vous l'imaginez, ma mère était forcément inquiète. Mais après, ils savent que j'ai l'habitude de faire ce genre d'aventure, de partir en solo, en autostop ou de faire des challenges sportifs. Donc disons que ils étaient contents pour moi, mais forcément pas rassurés Pas totalement. forcément rassuré, hein. Ouais. Et j'ai une question qui me vient du chat. Il n'y a pas eu de préparation mentale? De la visualisation, si on veut parler de Oui. préparation mentale, forcément, avec ce que j'attendais de cette aventure, en écrivant peut-être sur un carnet ce que je venais chercher, les types de sports que je voulais tester aussi, Oui. les endroits que je voulais découvrir, notamment l'Amérique du Sud pour apprendre l'espagnol. Donc de la visualisation et après, pas plus de préparation mentale ou physique que ça. Et quelles sont les valeurs qui t'ont porté justement vers ce choix de faire un tour du monde, du partage et du sport? Comme je l'ai dit à Célia, moi vraiment ce qui m'anime dans la vie, il y a trois choses. C'est le sport que je fais depuis tout petit et toutes les valeurs euh, que ça suit. Le partage, donc la rencontre. Moi, j'adore échanger avec les gens, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux métiers et voyager. Donc j'ai allié en fait ces trois piliers pour créer un tour du monde spécifique et aller à la rencontre des gens parce que je pense que c'est comme ça qu'on découvre au mieux une culture et un pays en voyageant. Et alors aujourd'hui, la mentalité individualiste gagne malheureusement la majorité de la société. Tu n'as pas eu peur de ne pas trouver de locomotion quand tu faisais du stop en bord de route? Aucune crainte parce qu'effectivement aujourd'hui on est bassiné par plein d'informations négatives et tu as raison, il y a quand même une montée de l'individualisme dans notre société. Mais pour avoir fait du stop déjà avant de partir, c'est quand même quelque chose qui est très répandu et que les gens nous acceptent volontiers. Euh, donc ça fonctionne et j'ai jamais eu peur parce que je sais que ça fonctionne et qu'il y a encore des gens bienveillants et qui aiment faire de l'autostop ou prendre des autostoppeurs. Et aller d'un pays à l'autre, c'est aussi découvrir la culture locale. As-tu des anecdotes sur des découvertes locales qui t'ont un peu surpris? Oui, alors pas mal. Forcément la nourriture en fonction des pays où j'allais. Euh, Au Pérou, qui a une très bonne gastronomie que j'ai découverte, des ceviches notamment sur la côte à Lima avec du poisson frais cru. Faut faire attention à l'indigestion dans les marchés. Oui. J'ai pu y goûter malheureusement. Mais ils mangeaient aussi ce qu'on appelle au Pérou de la couille. Alors désolé pour mon accent espagnol à couper au couteau, mais en gros c'est comme un hamster en fait. Ah, Euh, Ah, un hamster grillé euh, qui mange au barbecue. Donc, c'est une d'accord. spécialité.
là-bas que j'étais un peu surpris de découvrir, effectivement. Spécialité pas si classique, effectivement. Et du côté du sport, tu as eu l'occasion de t'entraîner avec l'équipe de foot de Gibraltar, qui a rencontré l'équipe de France en novembre 2023. C'est ça. Comment se vit ce sport dans ce pays? Eh ben, écoute, moi je suis arrivé en fait à la frontière de Gibraltar en vélo. J'étais allé rencontrer cette équipe et en fait ça se joue localement comme un club de district ici. Enfin, j'exagère à peine. D'accord, on est vraiment au niveau district. J'exagère, mais ils avaient quand même pris 14-0 ou 13-0, je crois, contre C'est l'équipe de France. 14-0 contre l'équipe. C'était avant ou après le... Juste après en plus. Juste après. Donc j'étais Ah allé oui, donc, quelques semaines après. le Français qui vient rapporter la mauvaise nouvelle. Mais en fait, à la base, je savais pas que c'était l'équipe nationale de Gibraltar qui jouait Ah, sur ce tu l'as terrain. découvert par surprise. En fait, oui, à la frontière de Gibraltar, à vélo, il y a la piste d'atterrissage de l'aéroport et juste après ce terrain de foot. Et Oui. j'y suis allé pour trouver un logement en fait. D'accord, et t'es tombé sur le terrain de foot. Et donc les mecs m'ont dit, bah écoute, on peut pas te loger malheureusement, mais par contre ton projet est cool. Donc si tu veux, bah chausse des crampons et viens t'entraîner avec nous quoi. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait, c'était génial quoi. Il parle quelle langue à Gibraltar? C'est l'anglais? Ouais, c'est surtout anglais, et sachant c'est à la frontière de l'Espagne, donc il y avait beaucoup de joueurs espagnols aussi dans l'équipe. Ok. J'ai une question qui me vient du chat. Jules a-t-il pu jouer au badminton pendant son périple? Et dans quel pays traversé il se serait bien installé pour vivre? Très bonne question. Bah, le bad, effectivement, c'est mon sport de prédilection, là où je joue à Marly-Metz. J'ai pu jouer grâce à l'association Solibad, qui est une association mondiale Oui. qui permet aux enfants défavorisés d'avoir accès au sport, et notamment au badminton. Et j'ai pu jouer à Medellín, dans un D'accord. super complexe, au badminton. Ça, c'était pour la première question. Et là où j'aurais pu m'installer, ben, j'ai adoré le Portugal quand je suis passé à vélo. La population, la nourriture, les sports associés avec la mer, le surf et le... Ouais, il fait vraiment bon vivre. Le Portugal, je pourrais y vivre une partie de l'année. Et du côté des sportifs, est-ce que tu as gardé des contacts? Ouais, carrément. Ben, j'avais eu la chance en Colombie de jouer avec le numéro 15 mondial de squash, Miguel D'accord. Rodriguez. Et je suis toujours en contact. Là, il est venu faire un tournoi international à Paris. Oui. Et on s'est écrit, malheureusement, on n'a pas pu se voir, mais on reste toujours en contact, donc c'est vraiment cool. Comme quoi ça crée du lien aussi, hein. Bah, carrément, c'est à travers ce tour du monde du sport, c'était pas que tester des sports, c'est aussi tout le lien que ça crée derrière, la troisième mi-temps pour le foot ou Exactement, d'autres c'est sports. la troisième mi-temps, oui. Et c'est les liens que ça crée entre les gens, des associations, des clubs sportifs. Et en dehors de l'envie de découvrir de nouveaux endroits, quelles sont tes motivations pour les moments difficiles? Je pense surtout à l'ascension du volcan au Pérou, ça a dû être sacrément difficile. Donc à quoi tu penses dans ce genre de moment? Et bah là, pour l'ascension du volcan Chachani au Pérou, à 6075 mètres, j'ai eu la chance d'être rejoint par un de mes meilleurs amis, Mathieu, qui était là. Donc c'était une ascension par équipe, on va dire, où on s'est soutenu, on s'est motivé chacun. Un coup, c'était l'un qui prêtait les gants à l'autre. On essayait de se motiver parce qu'entre le mal de l'altitude, enfin le mal des montagnes, pardon, le froid et la technicité, c'est vrai que c'était compliqué, mais on était un bon groupe et on s'est motivé comme ça, c'est ce qui nous a permis d'arriver au sommet. Et donc généralement, comment les habitants t'accueillaient quand tu dormais chez eux? Ça devait être quand même des ambiances très atypiques. Ah, il y avait vraiment de tout. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'étais venu chercher. En fait, un soir, je pouvais dormir. J'ai dormi en Espagne avec un dirigeant d'un vignoble qui était millionnaire, qui m'a fait goûter son vin, montrer ses vignes. Et le lendemain, je dormais dans le jardin d'ouvriers au Portugal qui venaient d'Amérique du Sud. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé, c'est la diversité des parcours, des gens que j'ai pu rencontrer et surtout le lien universel. Peu importe la langue, même s'il y a une barrière, de bienveillance des autres avec moi. Et parmi les sports locaux que tu as pratiqués, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot selon toi? Ouais, carrément. Par exemple. Moi, j'ai adoré, en étant fan de sport de raquette, le jeu de paume, qui est l'ancêtre, Oui. qui était joué par la cour du roi au château de Fontainebleau. Un peu plus atypique, j'ai le hockey subaquatique en Colombie, que j'ai pu tester dans le bassin olympique. Donc là, c'est du hockey, comme on se l'imagine, mais sous l'eau, en apnée. Et on n'a pas de crosse, mais une espèce de... en tout cas, une mini-crosse beaucoup plus petite que celle sur glace. D'accord. Voilà. Et puis un troisième qui me vient en tête aussi, c'est le terreau, qui est une sorte de pétanque d'Amérique du Sud, mais qui ne se joue pas avec un cochonnet,
mais avec des méchas, donc qui sont des petits explosifs qu'il faut viser avec une sorte de pierre circulaire. C'est lequel que tu préfères dans tous ces sports? Ah, de ces trois-là ou de tous les sports De tous les sports que tu as pu pratiquer? Franchement, moi j'ai adoré la pelote basque, parce qu'il y a une diversité de malades. Ouais. Dans la pelote basque, il y a plus de 17 disciplines. Donc ça peut être à la main nue, ça peut être à la pelota avec une raquette en bois, une chistera avec un panier, et on multiplie ça avec le nombre de terrains particuliers. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas ça à Metz, mais c'est très typique du sud-ouest et de l'Espagne. Et tu peux peut-être l'instaurer, hein, Jules, qui sait? Ça serait beau, ouais. La barrière de la langue, elle te bloque pas en ce qui concerne l'apprentissage des règles de certains sports, justement? J'ai eu la chance que la majorité des sports ou des gens que j'ai pu rencontrer parlaient un minimum anglais. Oui. Et puis après, avec l'espagnol, sur le tas, je me suis fait. Il y avait Google Translate qui m'aidait si vraiment c'était incompréhensible. Je pense notamment à Bilbao, j'ai pu jouer avec le vice-champion du monde de pelota. Tu as rencontré que des grandes personnes au final, hein. Mais c'était par hasard en plus. Mais c'est ça qui est marrant, c'est surtout par hasard que ça arrive. Ouais, Comme clairement. Gibraltar au final. Exactement, c'était vraiment. Il y avait peu de choses qui étaient préméditées ou organisées avant. J'avais juste le jeu de paume en tête que je voulais tester, donc j'avais contacté en amont. Le reste, c'était souvent des recommandations des gens qui m'hébergeaient ou de personnes via les réseaux sociaux qui me suivaient, qui me proposaient ou me donnaient des contacts. Est-ce que ton niveau en espagnol a augmenté du coup? Si, un poco. Claro Quand que même, si. J'ai compris. Donc Voilà. ça veut dire que le niveau a très bien progressé. C'est tout ce que je sais dire. Non, j'ai progressé Non, quand même. j'espère quand même pas que c'est tout ce que tu sais dire, hein. Non, ça va. Je partais de zéro et maintenant j'arrive à peu près à me faire comprendre en espagnol. Et donc tu partages tes aventures sur les réseaux sociaux. Quels sont les messages que tu souhaites transmettre à ceux qui te suivent, Jules? Je dirais déjà l'importance du sport. J'ai trois grands messages en fait. Le premier angle, c'est le sport, l'importance du sport et Oui. tout ce que ça peut apporter. Un groupe d'appartenance, des amis, le dépassement de soi. Le deuxième message, c'est d'oser. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est un tour du monde, mais il y a des gens, en fait, ils sont fans de musique, ils ont peur de lancer leur groupe. Oui. C'est d'oser faire un projet, quoi, son projet et d'oser suivre sa passion. Et le troisième, il est transgénérationnel, parce que j'ai fait de l'autostop aussi avec ma grand-mère, Oui. qui avait peur de cette pratique. Et c'est vraiment d'être proche de sa famille, de vivre des moments avec ses proches, que ce soit famille, amis, parce que c'est précieux. Donc c'est sur ces trois volets que je porte des messages. Et donc, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait s'engager dans une aventure comme tu l'as fait? Je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. S'il y a cette passion et cette envie qui bouillonne, faut pas trop se poser de questions. Faut être très pragmatique, poser sur papier en fait ce qu'on veut faire, et à partir de là se lancer. Et une fois qu'on se lance, en fait, on trouve les solutions sur le moment. Je pense que j'avais pas tout dans mon sac, mais j'ai pu m'adapter pendant mon voyage, racheter des choses en fonction de ce qui marchait, ce qui marchait pas, adapter. Et on fait notre propre projet au fil de l'eau, mais pour ça, il faut se lancer. Et donc, avec tout ce que tu as vu, tu n'as pas trop d'amertume quand tu retournes chez toi ou quand tu retrouves ton quotidien? Aucune, parce que en fait, c'est vrai que j'étais surstimulé pendant ce voyage tous les jours. Enfin, une journée, j'avais l'impression que c'était une semaine, tellement il y avait d'aventures, de galères ou de belles rencontres. C'est aussi très bien de revenir dans une routine avec sa famille, ses proches aussi, des choses qui me manquaient pendant mon voyage, et avec d'autres projets, d'autres objectifs. Le plus important, je pense, c'est d'avoir une vision et d'autres objectifs pour garder le cap. Nouvelle question qui vient sur le chat. Comment est-ce que cette aventure t'a changé? Je dirais, c'est surtout les rencontres. Le fait que, premièrement, les rencontres que j'ai faites qui ont été très marquantes pour moi, de gens qui avaient rien, qui étaient prêts à tout me donner déjà. La bienveillance universelle, ça fait un peu Miss France ce que je dis, mais pour l'avoir vécu, avoir été accueilli chaque soir avec des histoires de vie différentes, des personnalités différentes, ça donne foi en l'humanité en fait. Donc ça, voilà, j'ai eu un boost de positivité et de foi en l'humanité pendant ce voyage. Et puis après, me rendre compte que tout est possible et tout s'apprend. Je suis parti faire du bateau stop, je ne savais pas naviguer, j'avais à peine fait du pédalo sur le plan d'eau de Metz. Et au final, j'étais terrifié à l'idée de traverser l'Atlantique. Et ça s'est fait grâce à des personnes qui m'ont accompagné. Et voilà, et tout est possible en fait.
Et puis tu as fait ton retour à Metz, tu as sûrement eu un accueil médiatique assez chargé, en tout cas niveau local, à ton retour. Comment est-ce que tu as vécu ce passage avec les interviews à droite à gauche? Bah, écoute, ce qui était super cool, c'était surtout le retour avec les écoles et les collèges qui m'ont suivi, d'aller faire des conférences, revoir les jeunes qui m'ont suivi tout au long de l'année avec leurs professeurs, leurs maîtresses. Ça, c'était vraiment ce que j'ai préféré, on va dire. Et puis, ben, je suis toujours heureux de pouvoir partager au micro les messages que je viens de vous dire. Et Jules, tu le fais encore dans les écoles. Je crois t'avoir vu sur... et justement, je crois que c'est sur X que j'ai vu des photos de toi Bah, tu vois, dans je une ne suis même école pas au au, courant. au début du mois de novembre. Justement, je crois que c'était sûrement une petite conférence autour de ce que tu as fait, autour de ton aventure, avec un petit PowerPoint. J'ai cru reconnaître un PowerPoint en tout cas. Tout à fait, je suis revenu au PowerPoint, c'était à Jules Lagneau avec des classes de 5e. Ouais. Et en fait, ça va être un fil rouge tout au long de l'année avec leurs profs de sport, d'histoire et de langue sur lequel ils vont s'appuyer tout au long de l'année. Et tu donnes aussi des conférences TEDx. Tout à fait. Il y a un rapport aussi avec ton aventure? Oui, forcément, je puise un petit peu l'inspiration dans les aventures, les rencontres que j'ai pu faire pour aller faire ces conférences, que ce soit TEDx ou en entreprise, pour des équipes autour des sujets du dépassement de soi, de la cohésion d'équipe, de l'audace. C'est des sujets qui t'intéressent beaucoup aussi, le dépassement de soi. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est un petit peu tes facteurs de prédilection, on va dire ça, je crois. Oui, bah carrément, c'est vrai que ça me parle et c'est aussi pour ça que j'aime le sport, j'aime l'aventure. Ça me permet de sortir de ma zone de confort, d'apprendre, de grandir et de m'améliorer. Donc, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. On me dit sur le chat l'importance de bien s'entourer pour apprendre et être accompagné. Totalement, bah, on est là, vous l'avez certainement tous entendu, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, j'ai la chance d'avoir un super entourage, une super famille. Donc là-dessus, je suis très chanceux pour ce qui est de l'entourage. Il nous reste 2 petites minutes. Quels sont tes prochains projets ou tes prochains défis? Si tu en as, bien sûr. Yes, bah, toujours beaucoup de projets. Et comme je le disais à Célia, pour garder le cap, le gros projet actuellement, c'est d'écrire un livre avec Un ma livre? grand-mère de 90 ans sur notre aventure qu'on avait fait en autostop, 2000 km en autostop ensemble, et plus globalement sur les liens intergénérationnels. Oui. Ça, c'est le gros projet. Et de continuer à faire des conférences sur les thématiques que je t'ai données en entreprise. Ça, c'est Oui. pour ce qui est sur le professionnel. Et puis après, sur l'aventure, il y a certainement une deuxième partie de ce tour du monde du sport qui se prépare pour aller tester de nouveaux sports, mais cette fois-ci sur un autre hémisphère. Plutôt le côté asiatique, peut-être. Je sais pas si tu l'as. Non, je crois pas que tu l'as. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait dans ce cadre-là. J'ai pu travailler et voyager un peu en Asie en 2018. Oui, Mais en dehors du cadre en du dehors tour du cadre de monde, ce tour ouais. du monde, ouais. Donc du coup, j'aimerais bien y retourner et peut-être aller en Océanie aussi tester de nombreux sports locaux là-bas. Et le format documentaire vidéo, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors, on peut prendre l'exemple d'Inox, hein, tout simplement. Le dépassement de soi, c'est aussi un petit peu ce qu'on peut découvrir à travers son documentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé aussi de faire un documentaire? On voit qu'il y a un livre. Mm. Alors, est-ce que le format vidéo t'intéresse aussi? Oui, carrément, bah, tu me parlais d'organisation, Célia, c'est vrai que bah, je me suis pas assez organisé sur cette première partie. J'ai bien médiatisé ce projet et j'ai quand même filmé, mais pas de quoi faire un documentaire. Et c'est vrai que j'ai pas forcément les compétences vidéo, mais si je repartirais sur un autre projet, j'aimerais bien pouvoir en faire un documentaire pour avoir partagé tout ce que j'ai pu voir, apprendre et transmettre encore plus facilement aux jeunes et aux moins jeunes. Et pourquoi pas le montrer justement dans des cinémas autour de Metz? Voilà, C'est ce qui se fait aussi de plus en plus, hein. Et c'est bah ce qu'a carrément. fait Inoxtag avec une première, avec des acteurs justement de son secteur de YouTube. Alors pourquoi pas? Affaire à suivre. En tout cas, Jules, je te remercie. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi. Mais merci à vous. Et bon courage pour la suite, en tout cas pour la suite de tes projets. Merci pour l'invitation et à bientôt. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Pauline Parisot également pour sa chronique Planète Metz. Merci à Célia Baumann pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo de l'entretien très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à la seconde main et la mode éco-responsable. Une émission à retrouver mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.